Je rentre pas dans les normes, pas dans les cases. Leurs normes, leurs cases. Je suis mal barré et bon pour l'inclusion. Ah, je les vois venir, ces messieurs-dames, là, qui veulent me faire rentrer dans le rang, avec leurs dossiers et leurs formulaires. Du vent. Et que comptes-tu faire ? Résister jusqu'au bout. C'est pour ça que je me plonge dans les affaires de mes parents. Pour sentir leur force de jamais résigner, comme ils disaient. Ah, cette caisse est lourde. Aide-moi, s'il te plaît. C'est marqué fragile. Regarde, fais attention. Allez, là, viens. Ah, c'est qu'elle résiste à la bourrique. Oh. Eh, merde. Ah. J'ai cassé la vaisselle à maman. Ah bah c'est formidable. Comment ça? Intéressant même. T'es sérieuse? Avec ces morceaux assemblés et harmonisés, tu auras de la mosaïque pour customiser une table de bistrot, un cadre, etc. Tu piges? Pour tout dire, une belle forme d'inclusion. Merci. Avec plaisir. Dixième épisode. Mots, résilience, Bruit, tout. d'après les bruits qui courent, Vos tables peuvent être résilientes. vos chaussures, vos machines à laver, Boris Cyrulnik qui explore depuis quelques décennies la notion de résilience, s'est offusqué du suremploi et mal-emploi de ce mot. car être résilient suppose une aptitude mentale, Non seulement à surmonter les difficultés, mais à s'en servir comme une matière pour créer, progresser. une aptitude propre à l'être humain. En confondant résilience et réparation, On confond humain et objet. personne et machine. Inquiétant. Fuoc, Autrice Sarah Hassenforder. Lison et Norma, assises à la fenêtre. Ça approche. Tu trouves? Ça sent de plus en plus. Je sens rien. Ils arrivent pas à le contrôler, je pense. T'as du feu. Tiens. Merci. Il est tout sec ton tabac, meuf. Il a chaud lui aussi. Regarde le ciel. C'est beau. Grave. J'ai toujours préféré le rouge au bleu. Pareil. Des nouvelles de Noah? Pas de réseau. Fais chier. Il doit être là-bas. Et ton père? Là-bas aussi. T'as déjà vu un arbre tousser? Jamais, et toi? Une fois avec mon père. Alors? C'est trop chelou. Raconte. Tu vois, quand ils en parlent aux infos, ils parlent des sols qui tremblent, de la sève qui coule en continu, de la température anormalement élevée des troncs, Ouais. mais ils parlent pas des courbatures. Des courbatures. Tu sais, quand t'as la grippe et que tu tousses tout le temps, bah après t'as des courbatures, genre dans les bras et dans le dos. Ouais. Bah pareil. Les arbres, ils ont des courbatures. Pas les arbres, moi. Genre après qu'il ait toussé, j'ai eu mal partout comme si c'était moi qui étais malade. Mon père pareil. Trop chelou. Ouais. Mon père m'emmène jamais voir la forêt. Ah ouais? Trop dangereux. Ah. Je lui ai dit que ça sert à rien qu'on ait des masques et des combinaisons si c'est pas pour les utiliser, mais il veut rien entendre. Chiant. Ouais, depuis Alba, il a peur. Moi aussi, j'ai peur des fois, mais bon. C'est la première fois que tu m'en parles d'elle. Ah ouais? Ouais. Je pensais que je t'en avais déjà parlé. Non. Ça fait longtemps en même temps. 5 ans? Ouais, 5 ans déjà. C'était avant? Le premier grand feu. Ouais, chaud. Elle était sapeur-pompier volontaire. Elle avait vu un documentaire sur les méga-feux et ça lui avait donné envie de s'engager. Je me souviens que ce jour-là, en me déposant au collège, elle m'avait dit qu'elle se sentait enfin au bon endroit. Que quand on l'appelait, elle ne se posait pas de questions. Elle savait que c'était sa place. Aider les gens, assister à l'évacuation, rassurer. Il s'est passé quoi? Pardon, je veux pas être indiscrète. T'inquiète. Elle avait été appelée en renfort pour procéder à l'évacuation du village, mais quand ils sont arrivés sur place avec son équipe, le feu s'était déjà propagé jusqu'aux premières maisons. À la cérémonie, son collègue a raconté qu'elle n'avait pas hésité, qu'elle avait couru pour essayer d'extirper les habitants, qu'elle s'est retrouvée encerclée par les flammes, que personne n'avait pris la mesure de l'incendie, qu'il pensait pas que ça puisse prendre des proportions pareilles ici. Maintenant on sait, on a l'équipement, on apprend les bons réflexes dès l'école, mais elle savait pas. Mon père s'en veut, il croit que c'est de sa faute si elle a voulu s'engager. Il se dit qu'à 17 ans, on est trop jeune pour être envoyé sur un incendie, qu'elle aurait dû rester au lycée et que ses collègues auraient dû la retenir. Et toi? Quoi, moi? Tu lui en veux? Je sais pas. Je crois pas. Quoi? Rien. Bah dis. Rien, c'est juste que... T'es chiante là, parle. Je me dis juste que si c'était toi, j'aurais pas envie de voir la forêt. Ouais.
Parfois, j'aimerais bien avoir froid. C'est con, non? Non. Mon père, il a connu la pluie. Il en parle parfois. Mais ça le rend triste, je crois. Ça lui manque de connaître autre chose que le feu. C'est vrai qu'il fait chaud, là. Je peux t'en reprendre une? Vas-y. Ça y est, il pleut. C'est beau. C'est mon moment préféré. Pareil. Regarde en bas, le gris recouvre déjà le rouge. Tu crois qu'Alba trouvait ça beau, elle aussi? Peut-être. Je l'admirais beaucoup, ta sœur. Elle avait toujours l'air de savoir où elle allait. Oui. Je pense qu'elle n'a pas eu peur. Que quand elle a couru jusqu'aux maisons en feu, elle savait qu'elle allait mourir. Mais qu'elle savait aussi que c'était sa place ce jour-là. Qu'il valait mieux mourir que ne rien faire. Elle avait un petit syndrome du sauveur. C'est clair. Ton frère aussi, d'ailleurs. Non, mais laisse tomber, il veut trop être un héros, lui. De ouf. Un jour, on ira voir les arbres tousser ensemble. Promis. Merci. Elle regarde les cendres tomber comme des flocons. Le feu progresse, là-bas, au loin. Elle fume. Et tousse, un peu. 11e épisode. Mot, transfuge de classe. Bruit, le vent souffle. Le terme de transfuge désigne une personne qui passe de son propre camp au camp ennemi. De sa propre équipe à l'équipe adverse. Autrement dit, un traître. Transfuge de classe est une expression récente. Au siècle dernier, on parlait d'ascenseur social. Un peu méprisant pour les gens d'en bas. Mais moins violent que transfuge. L'ascenseur est sûrement tombé en panne. Le fossé s'est sûrement élargi. En tout cas, maintenant, passer d'une classe sociale à une autre, C'est franchir une tranchée. les transfuges de classe sont surtout les intellos qui, sociologiquement, N'aurait jamais dû le devenir. Annie Ernaux et Édouard Louis en sont les emblèmes. On emploie moins le terme pour les sportifs ou les chanteuses genre Céline Dion. Des gens qui se sont enrichis tout en gardant un côté peuple. La grande trahison est donc culturelle. Passer à l'ennemi, C'est quand le peuple se met à réfléchir. Le vent souffle sur Gaza. auteur Kamal Hawass. Il n'est pas venu manger avec vous? En fait, il ne venait pas souvent. Il était pas à l'aise. Il ne parlait pas français? Pas très bien, en fait. Mais il le comprenait. C'est pas ça qui clochait. Comment ça? On sentait bien qu'il voulait discuter, mais il trouvait pas le sujet. Il y avait comme un truc qui empêchait la parole. C'était un peu gênant quand il était là. Il préférait manger seul. Comme ça, il pouvait écouter sa radio. C'était son truc, ça, la radio. Dès qu'il était seul. De la musique? Non, pas spécialement. Des émissions plutôt intello. Je saurais pas vous dire quoi. J'écoute pas ce genre de choses. Mais dès qu'on revenait, il remettait vite la station. Donc, Joël Cantaloub, vous êtes ce qu'on appelle un transfuge de classe. Je n'aime pas tellement cette appellation. Je me définis davantage comme un nomade qui arpente de nouvelles contrées, avide d'en rencontrer des habitants, sans pour autant oublier d'où je viens. Firmi, un petit village dans l'Aveyron. Proche de Decazeville, où papa était mineur et maman secrétaire dans un garage automobile. Il vous avait dit d'où il venait? Oui. Il en parlait presque tous les jours à la télé. Facile de s'en rappeler. À quelle occasion il vous l'a dit? Je lui ai demandé « Gaza ?» C'est où exactement? Au bord de la mer, il m'a dit. Il m'a fait un dessin de son carnet pour me montrer. Il avait toujours son carnet avec lui. Ah oui, quand même, l'Aveyron, une autre civilisation. Vous ne croyez pas si bien dire. Il y a plus de différence entre Decazeville et le 7e arrondissement, où je vis actuellement, qu'avec la plupart des grandes métropoles de la planète. Que vous soyez à Londres, Shanghai, Tel Aviv ou Los Angeles, il y a un langage commun, tant corporel, vestimentaire que verbal. Les gens se reconnaissent comme les membres d'une même tribu. Ils ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Il était religieux? Non, je ne crois pas. Des fois, il buvait un verre avec nous, le vendredi à la débauche. On voyait bien qu'il se forçait un peu, à cause du goût. En même temps, c'était pas un château Margaux non plus, hein. Quel rapport? Les musulmans, normalement, l'alcool, c'est interdit. Mais Marmaud, lui, il en buvait, hein. Même s'il aurait préféré... Un château Margaux. Voilà. Parlons maintenant de votre travail d'architecte.
Depuis quelques années, on perçoit clairement des influences orientales. D'où cela vient-il ? D'une rencontre. Il y a quelques années, j'ai été contacté par un collectif d'architectes de la bande de Gaza. Mon travail les intéressait. Ils m'ont invité à venir faire un séminaire, j'y suis allé, malgré les difficultés administratives. J'ai réussi à obtenir les autorisations nécessaires. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Mahmoud Badawi, le responsable du collectif. Il venait d'une tribu de Bédouins qui avait dû se sédentariser à la construction du mur. Mahmoud, qui, enfant, avait toujours dormi sous une tente, est devenu architecte. On peut parler également de transfuge de classe, non ? Je plaisante. Revenons à ce midi. Après la pause, vous êtes retourné sur le chantier. Oui, on est monté au 7e étage. La radio marchait, réglée sur la station qui l'écoutait. Ça nous a étonnés. On l'a cherché. On a fini par voir son corps en bas. Rien d'autre. Juste son carnet. On l'a regardé, mais on n'a pas compris ce que c'était. Des notes en arabe et des croquis. Et ça représente quoi ? L'association d'architectes voulait construire des écoles, des médiathèques, un port. J'ai essayé de leur transmettre ce que je savais, mais je crois que c'est moi qui en ai le plus appris. Et vous avez des nouvelles de votre ami ? Non. Aucune, depuis le début des massacres. Ça représente des projets de construction, des écoles, des médiathèques, un port. Il était architecte, votre Mahmoud. Il y a quelques années, il a créé une association d'architectes qui s'appelait Le vent souffle sur Gaza, avec comme sous-titre « Une architecture de l'espoir ». Et puis les massacres ont commencé. Il a réussi à quitter Gaza juste à temps. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il a décidé d'en finir ? Le siège de son association a été bombardé hier, dans le nord de Gaza. Tous ses amis architectes s'y étaient mis à l'abri avec leur famille. Une micro-série proposée par les écrivaines et les écrivains associés du Théâtre Atlantique et les ateliers d'Eva Luna. Les bruits de l'actualité. La règle du jeu. À chaque épisode, un auteur, un mot, un bruit. 5 minutes. 12e épisode. Mot, faire le jeu. Bruit, serrure. Nous étions habitués à entendre cette expression à l'approche des élections. Il était ainsi reproché aux abstentionnistes de faire le jeu de l'extrême droite. Curieux reproche. Dire que ces abstentionnistes font, en s'abstenant, le jeu de l'extrême droite, c'est supposer que leur vote n'aurait pas été à l'extrême droite. Mais comment savoir pour qui ils auraient voté puisqu'ils se sont abstenus ? Aujourd'hui, en politique, on joue tout le temps. On peut faire le jeu de la gauche en prenant des positions de droite et... inversement. Le centre peut d'ailleurs faire le jeu de l'un ou de l'autre. Bref, certaines règles du jeu nous échappent. Peut-être sommes-nous dans ce jeu-là juste des pions. Malgré l'été. Autrice Louise de Bastier. En ce moment, les jardins sont beaux car c'est l'été. Un été surprenant, comme arrivé trop vite. Je fais des bouquets, je les vends sur les marchés. Retrouvez-nous! La botte d'œillet est à 9 € seulement. Pour que ce soit beau, comme ça, sur les tables, dans les fenêtres, dans les mairies. Nous vous invitons à nous suivre, nous vous invitons à sortir. Il ne faut pas se laisser happer par l'été. L'été n'a pas un goût d'été. Rien n'est tout à fait arrêté, personne n'est en vacances. Certains disent qu'il ne faut pas qu'on s'arrête, surtout pas. Ah, c'est tendu. Même nous, depuis le milieu de nulle part, nous le sentons. C'est tendu. Je regarde l'heure et c'est bientôt le soir. Il faut aller voter dans votre bureau le plus proche, il faut continuer. C'est presque la fin de la journée, je fais le dernier tour des marchés. L'hiver, il n'y a pas de fleurs. Il faut compléter avec des shifts au supermarché. Il
Il faut se lever vers les 5 heures, prendre le bus jusqu'à la zone industrielle voisine, il faut se les geler dans le froid des rayons, encore plus froid que l'air de dehors. L'été alors, avant des fleurs, c'est vraiment presque des vacances. J'ai mis ma vie en pause. Je vais de village en village. Et ici, nous sommes où? Il faut aller voter dans votre bureau le plus proche. Il faut continuer. C'est presque la fin de la journée. Je fais le dernier tour des marchés. L'hiver, il n'y a pas de fleurs. Il faut compléter avec des shifts au supermarché. Il faut se lever vers les 5 heures, prendre le bus jusqu'à la zone industrielle voisine. Il faut se geler dans le froid des rayons, encore plus froid que l'air de dehors. L'été, alors, vendre des fleurs, c'est vraiment presque des vacances. J'ai mis ma vie en pause. Je vais de village en village. Mais ici, où sommes-nous? Nous sommes au milieu de nulle part. Il y a juste un marché, voilà, il y a un marché. J'aime l'été. J'aime être là. Je m'y sens bien, comme séparée du temps. Et je crie sur la place. Des fleurs! Des fleurs pour votre repas de fête! L'été, il n'y a que l'été. Le reste, c'est presque tant pis. Le soir, d'habitude, je suis devant la télé, je reste fixée aux images et au spectacle de la télévision et je pleure. Le soir, la télévision me donne envie de pleurer. Alors qu'est-ce que je fais? Je sors. Je suis sortie, ça m'a aidée. Je me mets à côté de vous, d'accord? Je vais tracter. Pas de souci. Pendant que je travaille, il y en a d'autres qui distribuent des prospectus, qui appellent les gens, qui leur parlent. Oh, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Vous allez aller voter avant ce soir? J'essaye d'être gentille, je la regarde, je me demande qu'est-ce qu'elle va faire ce soir. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vends des fleurs, je rends la monnaie, je mets de la crème solaire sur mon visage car le soleil tape, même tard. J'entends la question qui résonne, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je sais pas si j'aurai le temps. Tout n'est pas joué, il ne faut pas s'avouer vaincu, il ne faut pas qu'il gagne. Vous avez une voix qui compte et qu'il faut mobiliser. Je ne sais pas si je crois à ce que je dis, je ne sais pas si j'en fais assez. Ils disent « quelque chose se joue là ». Je suis pas sûre d'y jouer. Voilà, je sais pas. Oui, je verrai, je ne sais pas, peut-être. Ce soir, je veux juste profiter. C'est pas souvent un temps aussi beau. On mangera peut-être dehors, on regardera la télé, ou peut-être pas, on n'y pensera pas. Ça fait du bien aussi. Et ensuite, on dira peut-être que tout est de ma faute. Parler aux gens aussi, ça fatigue. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens achètent des fleurs? Peut-être qu'elle ne vend rien. Je lui achète des fleurs? Je ne sais pas si nous sommes du même côté. Je lui achète des fleurs. N'entrez pas dans leur jeu. C'est combien ces tournesols? 8 € la botte. On ne se regarde pas vraiment. Ce soir, ils appellent à une réunion sur la place. Ils sont présents, ils sont dehors. Est-ce que c'est grave si je n'y vais pas? Est-ce que c'est l'un de ces moments dans l'histoire où il est important d'être sur la place? C'est l'été, c'est la saison que je préfère. C'est un jeu que je ne sais pas jouer. Je n'ose pas engager la conversation car je ne sais pas quoi répondre. Je lui donne les fleurs. J'ai l'impression qu'elle voit que je ne sais rien. Je ne joue pas. Tenez! Il faudra venir sur la place ce soir, je vous y attendrai. Je ne dors pas bien, je rêve trop, ce sont des rêves d'angoisse. Tout a pris trop de place dans ma vie. J'ai des tournesols dans la main et je me sens débile. Je serai sur la place ce soir et peut-être que ça ne changera rien. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans ou 12 ans. Il faudrait que je rentre et que je mange avec mon fils. J'ai peur de revenir et que tout ça ne serve à rien. Merci. Merci. Bonne soirée. Peut-être que j'irai ce soir. Je sais pas si j'irai ce soir. Je ne sais pas. Peut-être qu'après le travail, une fois le stand rangé, les fleurs fanées mises à la poubelle, je n'irai pas au bureau de vote, je rentrerai simplement chez moi, je dînerai dehors, je profiterai du beau temps. Je ne sais pas si j'allumerai la télévision. Je ne sais pas. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ce sera leur responsabilité. Moi, tout ça, je l'avais vu venir. Est-ce que je l'avais vu venir? Ils disent que je joue, mais ce n'est pas un pari que je fais. C'est une confiance que je leur donne. Ce soir, c'est le milieu de l'été. C'est une confiance que je leur donne.
Est-ce qu'ils seront en train de faire griller de la viande sur des barbecues très chauds? Est-ce qu'ils seront dans l'eau, au théâtre ou au supermarché? On ne sait pas. Les sondages ne le disent pas, mais je leur fais confiance. Ce n'est pas un pari, c'est une confiance. Et je n'ai rien à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien joué. D'ailleurs, je ne joue pas. C'est moi qui ai fait le jeu. C'est moi qui ai fait le jeu. Ce ne sera pas ma faute. Je rentre. Je me mets là, j'attends. Je suis même pas si impatient. Tout me convient. Je rentre et puis juste au cas où je me mets à l'abri. Le bruit en dit long. Écoutez l'actualité glossée. Chuinté, donné, jacassé, susurré. Écoutez les bruits de l'actualité. Une micro-série proposée par les ateliers des Valentins et les écrivaines et écrivains associés du Théâtre Atlantique. Une mise en onde, Jade FM.